Marie-Jeanne Coutagne, bonjour. Bonjour. Donc, tu es philosophe chargée de cours à l'Institut catholique de la Méditerranée, présidente de l'association des Amis de Maurice Blondel et membre du conseil d'administration de la fondation Teilhard de Chardin. Chercheur également, chercheur associé à l'Université catholique de Lyon. Et aujourd'hui, tu nous entraînes dans les pas, à suivre les pas d'un pape, Jean XXIII, qui peut-être être l'un des modèles, en tout cas c'est ce que l'on dit dans certains couloirs. On dit que Jean XXIII sert de modèle à notre pape actuel, au pape François. Alors d'abord, il faut se déprendre du mythe. Il y a dans une photo là qu'on pourra voir un titre de la Stampa qui parle à propos de la vocation d'un pape pour Jean XXIII, donc des secrets, des énigmes qui ont constitué le mythe du bon pape. Bon. Alors, il n'est pas du tout dans mon objectif de détruire, dans une certaine mesure, ce mythe. Et je me souviens être arrivée à Rome toute jeune, alors que Jean XXIII venait de mourir, et le conducteur de bus qui nous conduisait lâchait le volant en disant « Mais vous savez, le bon pape Jean, on aurait pu le rencontrer comme ça, au coin de la rue. » Bon. Donc cet aspect bon pape Jean, proche des gens, existe. Je n'ai pas du tout l'intention de détruire ce mythe qui est très important, qu'on essaiera de comprendre. Mais derrière ce mythe, il y a un personnage complexe et un très grand intellectuel. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est d'aller peut-être derrière l'image et d'essayer de comprendre un itinéraire et comment précisément le jeune Roncalli est devenu un très grand pape, qui est aussi le bon pape Jean, bien entendu. Alors, ce pape Jean était d'abord donc Monseigneur Roncalli. Oh, même avant, c'est un petit garçon. C'est un tout petit garçon. Alors, je n'ai pas beaucoup de photos, malheureusement, du jeune Angelo Giuseppe Roncalli. Alors, il y en a une d'ailleurs parallèle à celle de Wojtyła. On voit d'ailleurs un peu la différence des visages sur la photo. Ils sont d'ailleurs tous les deux à peu près pris en photo au même âge. Alors, ce qu'il faut dire sur Roncalli, d'abord, c'est un paysan, on l'a dit, on l'a répété. C'est un bon paysan du nord de l'Italie, de la région de Bergame, très enraciné dans son terroir, très enraciné dans une famille extraordinairement nombreuse, qui va être pour lui une source et véritablement une sécurité, à la fois psychologique et spirituelle pour lui. Alors ce jeune paysan, eh bien, dans une famille très pieuse, va être immédiatement marqué par des prêtres tout à fait intéressants, je ne vais pas énumérer, ce serait trop long, et qui vont le pousser et l'aider à faire des études, bien sûr au petit séminaire, au grand séminaire, mais autour de lui, un certain nombre de prêtres ou d'intellectuels d'église vont immédiatement remarquer les capacités intellectuelles de ce jeune garçon, et même s'il redira avec humour que, comme pour le curé d'Ars, le latin est entré chez lui à coups de gifle, bon, il n'empêche qu'il était excellent latiniste, et qu'il ne faut jamais perdre de vue le fait qu'au départ, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à l'histoire. Donc il a une excellente formation historique, et c'est l'histoire qui véritablement est son domaine intellectuel de prédilection. C'est important parce que ça va lui permettre, à chaque fois qu'il aura un dossier à traiter ou un pays à découvrir, quand on va voir dans sa longue carrière, eh bien, il va pouvoir mettre en perspective. L'histoire va lui permettre de mettre en perspective et de ne pas être immédiatement soit obligé de jouer le rôle habituel, traditionnel et sans recul que l'Église peut-être voudrait lui voir jouer, et par rapport à ses interlocuteurs, de chercher à les comprendre par rapport à ce qu'ils ont vécu avant. Donc ça, c'est extrêmement important dans les relations humaines et dans le côté à la fois doctrinal et pastoral de Roncalli. Voilà. Donc un Italien qui va sûr. être amené à voyager. Alors d'abord, il faut quand même dire une chose très importante, c'est qu'il a fait la guerre de 14. Il a fait la guerre de 14, il a fait son service militaire, et comme d'autres, je pense par exemple au père Teilhard, qui l'a fait au milieu d'un régiment de jeunes tirailleurs marocains, donc de musulmans, eh bien Roncalli va véritablement, au cours de son service militaire, découvrir la diversité, au fond, de l'Italie. C'est sa première manière à lui de voyager, de manière tragique, parce qu'on sait combien il a souffert, combien il a souffert de voir souffrir et de voir mourir.
mais en même temps, c'est sa première expérience de l'altérité, de quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il va petit à petit découvrir avec passion et intérêt. Alors après, bien entendu, très vite, il va être secrétaire dès 1905 de l'évêque de Bergame, donc on est avant la guerre de 14 déjà, et l'évêque de Bergame, Monseigneur Radini Tedeschi, qui va l'obliger en quelque sorte à deux choses. D'une part à enseigner l'histoire donc au séminaire de Bergame, et d'autre part va l'envoyer en pèlerinage. Et non seulement à Lourdes, ce qui somme toute est assez classique, mais en Terre Sainte. Et ce premier pèlerinage en Terre Sainte qui a eu en 1906 va lui permettre de mettre en perspective tout ce qu'il commence à comprendre de la crise moderniste qui est en train de se mettre en place. N'oublions pas qu'elle est en train d'éclater. Loisy a déjà donc publié ses textes et il est suspect. Et le pape Pie X va réagir très très vite en 1907. Bon, donc lui, il commence à comprendre et la guerre ne lui permet pas de développer les intuitions qui sont les siennes et qu'on repère très bien dans son texte qui s'appelle, comme chacun sait, Journal d'une âme. Et la guerre donc, va le basculer dans la dimension, la globalisation, dans la mondialisation en quelque sorte, qui a été cette guerre de 14. Bon, immédiatement après la guerre, en décembre 1920, il est président du comité de l'œuvre de la propagation de la foi. Donc il va occuper un immeuble à Rome, qu'on connaît bien, qui est dans le centre de Rome, et là aussi ça va lui permettre de continuer à avoir une vision mondialisée des choses. Bon. Et quand on va, à sa grande surprise, lui demander en 1925 d'être visiteur apostolique en Bulgarie, d'abord il est complètement effaré, il se demande pourquoi c'est sur lui que c'est tombé, et à chaque fois c'est la question qui va se poser. En réalité, ceux qui l'ont nommé savent très bien, très très bien ce qu'ils font, et il va arriver en Bulgarie. Alors la Bulgarie, c'est deux choses. C'est l'Europe centrale, c'est-à-dire quelque chose de très différent au niveau de la mentalité, de la culture, de l'Italie, de la Méditerranée. Et la deuxième chose, c'est l'orthodoxie. Et il va découvrir l'orthodoxie, et de 25 à 34, donc il va y rester 9 ans. Il va d'ailleurs établir des liens d'amitié avec le roi de Bulgarie, qui, bon, de temps en temps, ne tiendra pas absolument ses promesses. Par exemple, le roi de Bulgarie avait épousé une catholique, avait promis que ses enfants seraient donc élevés dans la foi catholique, mais sitôt rentré en Bulgarie, il les fait baptiser dans la foi orthodoxe. Donc Roncalli est un peu furieux, mais il essaye de comprendre. C'est-à-dire qu'il proteste, parce qu'il est là pour ça, c'est son rôle. Bon. Mais il dit, mais pourquoi fait-il cela? Et il va aller discuter avec le roi, en disant, expliquez-moi pourquoi, au fond, ça va de soi pour vous de faire cela. Et très vite aussi, il va lancer des invitations à ses frères évêques orthodoxes de Bulgarie, en disant, nous sommes frères dans l'épiscopat, et moi, je voudrais bien comprendre, je voudrais bien simplement dans l'amitié, dans la foi commune, car nous avons une foi commune, profonde. Bon, eh bien, il faut que nous nous comprenions et que nous échangions. Alors ça, aucun visiteur apostolique avant lui ne l'avait fait. Chacun s'était enfermé dans son lieu diplomatique, enfin dans son palais diplomatique, et il est le premier qui sort, effectivement, et qui va au-devant en essayant de comprendre. Voilà. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'un visiteur apostolique? C'est un légat? Alors, c'est un légat qui a pas tout à fait une fonction nonce, pas exactement, il n'est pas officiellement le nonce, mais dans un pays qui n'est pas officiellement catholique, il a une fonction de légat et en même temps il a un statut diplomatique. Donc ça lui permet d'avoir quand même une grande latitude, mais ce que l'on comprend quand on lit les différentes biographies de Jean XXIII, c'est que ses prédécesseurs, qui certainement étaient des gens très bien, mais étaient un petit peu... avaient l'idée d'une citadelle assiégée. Leur palais diplomatique était une citadelle assiégée, on n'en sortait pas, on disait la messe, on donnait quelques bénédictions, et puis c'est tout. Comme évêque d'un évêché disparu, comme on fait souvent dans ces cas-là, eh bien il va demander quand même à avoir une paroisse et une église dans laquelle il va très régulièrement prêcher. Donc il va accompagner son travail diplomatique et son travail de connaissance de fond du pays et des gens par une activité pastorale. Et ça, il y tient absolument. C'est le premier qui fait ça. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, la découverte de l'orthodoxie et de l'Europe centrale. Et vraiment en profondeur. Alors qu'il commençait à s'habituer, et que tout le monde commençait si bien à s'habituer, qu'au moment où il va partir
les gens vont tous pleurer, y compris le couple royal, eh bien, il est nommé délégué apostolique, donc c'est déjà un statut un petit peu plus officiel encore, en Turquie et en Grèce. Bon. Alors en Grèce, il va continuer avec les liens avec l'orthodoxie, mais il va très vite comprendre que les liens sont beaucoup plus durs. Hein. Bizarrement, l'orthodoxie bulgare était plus accueillante et a tout de suite répondu à ses gestes. En Grèce, il y a une espèce de raidissement, en tout cas à l'époque, qui fait que les débuts de ses visites, très nombreuses, qu'il va faire en Grèce, et où il emporte toujours les lettres de Saint Paul dans sa poche pour essayer de voir sur place, un petit peu comprendre exactement l'itinéraire paulinien, ça va être beaucoup plus dur. En revanche, en Turquie, alors là, ça va être extraordinaire. Extraordinaire pour deux raisons. La première, c'est qu'il va découvrir la jeune Turquie d'Atatürk, qui tente une première expérience de laïcisation. On est au milieu des années 30. Voilà, on est au milieu des années... en 34, hein, voilà. Et véritablement, il va à la fois essayer de comprendre d'où vient la Turquie, c'est-à-dire l'Empire ottoman, et l'islam. L'islam turc, qui est quand même un islam tout à fait particulier, très européanisé, certes, mais néanmoins tout à fait classique. Et d'autre part, il va en même temps être confronté à de fortes communautés, donc minorités, en particulier à la minorité juive, et il va être amené, parce que évidemment on va basculer dans la Seconde Guerre mondiale très vite, il va être amené à prendre position pour sauver le plus possible de juifs, et on sait que son action de ce point de vue-là a été extraordinairement profonde et efficace. Une action qui a été aussi due grâce à une relation ambiguë, non? Oui, avec l'ambassadeur allemand von Papen, et cette relation qui a été, il faut le dire, une relation d'amitié. Eh bien, la question était de savoir qui manipule qui. On sait aujourd'hui que c'est Roncalli qui manipulait, pour la plus grande gloire de Dieu, hein, et la plus grande gloire de l'homme, qui manipulait l'ambassadeur, parce que justement il a usé du niveau hiérarchique de von Papen pour pouvoir aider précisément les Juifs, en lui disant d'ailleurs, pensez à après, et à après peut-être que tout ce que vous êtes en train de faire avec moi pourra vous être utile. Et ce sera le cas, effectivement. Von Papen sera convaincu par les arguments de Roncalli, aidera Roncalli, et après la guerre, il évitera effectivement d'être condamné à mort en particulier. Bon, voilà. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant, parce que, oui, c'est vrai qu'il y a une certaine ambiguïté, du moins au début, le nez sur le problème, en quelque sorte, on ne sait plus très bien, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais en réalité, cette mise en perspective que fait toujours Roncalli par rapport à la situation dans laquelle il se trouve, et que l'histoire lui a permis de faire, eh bien, lui le conduit en quelque sorte à un choix juste, équilibré, conforme à la justice, et conforme, bien entendu, à l'Évangile. Hein, ça, c'est tout à fait évident. Donc ça, c'est quand même assez nouveau. Alors cette expérience est aussi l'une des premières expériences peut-être fondatrices pour la suite de relations avec le judaïsme. Absolument. Il apprend à connaître le judaïsme, il apprend à connaître tous les rabbins qui vont venir auprès de lui demander de l'aide, hein, il apprend à les comprendre. Hein, et ça, c'est tout à fait essentiel, hein, parce que pour la suite, en particulier, on en reparlera après, quand il sera pape, il se souviendra de tout ce qu'il a appris, de tout ce qu'il a compris, et peut-être de ce que l'Église n'a pas fait, voilà, et qu'elle doit faire. Ça, c'est fondamental. Alors justement, il y a un certain général en France qui demande à l'Église de faire certaines choses. Oui, alors, il reste donc en Turquie jusqu'en décembre 1944, et il a en fait 3 jours pour faire Istanbul-Paris, hein, via Rome, et se retrouver dans un imbroglio pas possible, puisqu'effectivement, le général de Gaulle a demandé au Vatican un nouveau nonce apostolique. Alors là, il est nonce, effectivement, avec la plénitude donc, de ce que ça suppose, de sa fonction. Et en fait, le général de Gaulle a demandé un nonce pour liquider une question en suspens, et qui est de mettre dehors un certain nombre d'évêques, et au départ, sur la première liste, c'était une trentaine, c'est quand même très important, qui, selon, évidemment, le nouveau gouvernement provisoire du général de Gaulle, avait, de son point de vue, collaboré. Bon. Alors, Roncalli arrive en se disant comment je vais faire, parce que il sait que c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. En particulier,
Il comprend assez vite que le cardinal Suard, qui était l'archevêque de Paris à l'époque, et qui a effectivement très peu de temps, enfin en 1944, 6 mois avant que Roncalli n'arrive, donc vraiment encore reçu en grande pompe à Notre-Dame de Paris, donc Pétain, il sait que le condamné, il était sur la première liste, est peut-être un peu hâtif. Donc il va demander à ce qu'arrivent sur son bureau les dossiers des évêques dits suspects. Or, arrivent sur son bureau des coupures de presse. Et il va donc téléphoner au général de Gaulle, ou même envoyer une note, si mes souvenirs sont bons, en disant « Qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, ça n'est pas un dossier, je ne veux pas de coupure de presse, je veux des pièces originales. Et je ne pourrai éventuellement, si je dois le faire, condamner avec vous, que si il y a des pièces originales. » On voit tout de suite le souci du diplomate et de l'historien. Hein. Bon, voilà. Et finalement, très peu d'évêques seront révoqués. Le cardinal Suard sera confirmé. Et là, on peut dire que vraiment la subtilité diplomatique et humaine de Roncalli est vraiment tout à fait remarquable. Alors, petit épisode qui va suivre depuis quelques temps après, donc il va être à Paris extrêmement apprécié. Là aussi, il va beaucoup voyager. Il va beaucoup voyager, ce que Pie XII va lui reprocher. Hein, et il va lui répondre, mais je suis la main et les yeux du Saint-Père. Vous ne pouvez pas me reprocher de voyager en France pour comprendre ce qui se passe en France, je suis votre main et vos yeux. Par conséquent, si vous voulez avoir des informations par moi de première main, eh bien, je dois voyager. À partir de là, Pie XII n'a plus rien dit. Bon. Alors, il y a un épisode assez amusant, c'est que, alors que Vincent Auriol est président de la République, donc Monseigneur Roncalli est nommé cardinal, ce qui était automatique à l'époque pour un nonce apostolique en France, et de manière absolument amusante, protocolairement, c'est le président de la République française qui va lui décerner le chapeau. Donc on a quelques photos assez étonnantes, où effectivement, c'est le président de la République qui va lui décerner le chapeau. Donc on voit Monseigneur Roncalli à genoux devant Vincent Auriol, avec le chapeau en train de déposer. Bon. Ils seront d'ailleurs, alors que tous les opposent, au point de vue même politique, hein, ils seront d'excellents amis, hein, Auriol et Roncalli. Et à Paris, Roncalli va véritablement nouer des amitiés très très profondes, y compris avec des intellectuels. Hein, donc ça c'est tout à fait important. Ouais. Il a déjà rencontré d'ailleurs Maritain à plusieurs reprises, mais pas seulement. Jules Isaac, peut-être. Alors, Jules Isaac, bien sûr, mais Jules Isaac était à Aix-en-Provence à l'époque. On va revenir après avec Jules Isaac, parce que c'est extrêmement important. En tout cas, il est aussi présent d'un point de vue pastoral dans les diocèses, qu'il visite vraiment, qu'au niveau des intellectuels ou des hommes politiques qui comptent. Hein. Et il essaye d'être, comme il dit, les mains et les yeux du pape, c'est-à-dire que, en quelque sorte, le pape est véritablement une connaissance de la situation d'un pays qui soit la plus juste possible, la plus variée et la plus humainement adaptée à une situation. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et alors, est-ce qu'on a des traces provençales de Roncalli? Alors, à ma connaissance, alors il a dû venir certainement à Marseille. Enfin, il me semble me souvenir que dans ma dernière visite à Notre-Dame de la Garde, il me semble que j'ai vu une petite plaque, mais je ne le certifierai pas, je n'ai pas vérifié. Comme quoi il faut toujours vérifier, même ce à quoi on ne s'attend pas. Il me semble que oui. Bon, il est venu surtout essentiellement dans les grands sanctuaires français, bien entendu. Je crois qu'il est venu à Vézelay, en tout cas il est venu à Lourdes, bien entendu, il est venu à Lisieux, enfin bon, voilà. Et puis il a fait des visites de diocèse, ça on le sait aussi. Alors, après la France, il va se rendre à Venise. Et oui, alors un patriarche de Venise vient de décéder, qui était un patriarche maladroit, on va dire ça comme ça. Et donc on cherche quelqu'un qui redresse un peu la situation et qui redonne une image de l'Église un petit peu plus ouverte. Et donc effectivement, avec stupéfaction, un beau matin à Paris, Roncalli découvre qu'il est nommé patriarche de Venise. Et ça l'impressionne énormément. Pourquoi? Parce que parmi ces modèles, il y en a un certain nombre, il y a Pie X, Sarto, le cardinal Sarto. Et lui qui est donc d'Italie du Nord, il sait combien le travail de Pie X comme patriarche de Venise a été un travail fécond. Et il est donc très impressionné d'être
basculer en quelque sorte comme le successeur, alors avec quelques intermédiaires évidemment, de Pie X, du cardinal Sarto. Donc il va arriver là en se disant je vais essayer de mettre mes pas dans les pas de Pie X, qui pour lui encore une fois n'est pas ce qui pour nous apparaît, parce que nous les Français évidemment avec la crise moderniste nous voyons bien entendu toutes les condamnations que Pie X a alignées hélas, mais on oublie que Pie X c'est quand même un très grand pape, c'est quand même un très grand pape et un très grand pape pasteur. Et en particulier à Venise. Et en particulier à Venise. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que dès qu'il arrive, il renvoie la gondole officielle. Il commence, Roncalli commence à se promener dans les rues de Venise, donc avec stupéfaction, les marchands du Rialto voient arriver leur patriarche très simplement habillé, qui discutent du prix du poisson ou du prix des légumes. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Et là aussi, il y a cette volonté, non pas seulement de connaître un diocèse ou une ville par les dossiers, ce qu'il fait bien sûr, mais aussi directement par les gens, en quelque sorte de sentir le pouls vivant d'un diocèse ou d'une ville. Et il sait que Venise, c'est pas seulement cette ville qui croule sous un passé culturel splendide, auquel il est tout à fait sensible, on a des textes là-dessus, on sait qu'il est tout à fait impressionné, mais aussi ce sont des gens vivants. Et donc ce sont les Vénitiens qu'il a envie d'aller voir. Et les Vénitiens à l'époque sont à un moment difficile parce que Venise se vide, disons, de son cœur historique, parce que les gens, c'est très, très difficile de vivre à Venise, dans le cœur historique de Venise. Et puis Marghera est en train de se développer, Mestre aussi, donc il y a une sorte de déplacement de population vers la zone industrielle, la terre ferme. Bon. Et tout cela, Jean XXIII en est bien conscient et il essaye d'accompagner cette mutation fondamentale qui va finalement faire petit à petit de Venise une ville-musée. Mais il sait que ça n'est pas qu'une ville-musée. Voilà. Et qu'il y a des gens qui vivent, il faut qu'ils puissent vivre et vivre leur foi comme foi de Vénitien, sans que ça soit pour autant une foi, j'allais dire, dans la naphtaline. Voilà, ça c'est très important. Alors on est dans les années 50. Voilà, on est dans les années 50. Puis arrive la dernière nomination. Alors arrive la dernière nomination, et effectivement... la fin, on sait que la fin du pontificat de Pie XII est très difficile parce que le pape est malade. On sait qu'un certain nombre de dossiers sont en suspens, personne n'ose les boucler. Et l'agonie très lente de Pie XII fait que l'Église aspire à quelque chose de différent. Voilà, de différent. Et bien entendu, assez vite, au conclave, le conclave ne va pas être très long, c'est Roncalli qui va effectivement recueillir donc, la majorité des suffrages. Voilà. Alors il y a j'ai apporté ici le numéro de Paris Match de la semaine qui suit l'élection de Jean XXIII. Et alors c'est très intéressant parce que on voit la perplexité des journalistes qui ne savent pas très bien sur quel pied danser, disant alors est-ce que c'est un conservateur? Parce qu'il l'est aussi, bien sûr, qui va être surtout conservateur. Est-ce que c'est un pasteur qui va oser, parce qu'on sait qu'il est pasteur? On ne sait pas, les journalistes ne veulent pas s'engager. Et simplement, le premier contact, et ça, il faut savoir que c'est ce dont va se souvenir le pape François, le premier contact avec la foule le jour de son élection est immédiatement un contact chaleureux, simple, malgré le protocole qui reste encore très fort. Et là, subitement, les gens se disent « Ah, il y a un souffle, un grand courant d'air qui vient de passer dans l'Église, et quelque part, l'Esprit Saint s'est réveillé d'une certaine manière, si je puis dire ça, toute révérence gardée. » Voilà. Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant, voilà. C'est-à-dire, dans un deuxième temps, du coup, voilà. l'œuvre pontificale. Voilà, et qui donc s'alimente à tout ce que donc, nous avons évoqué trop rapidement. Alors peut-être quelques photos, par exemple, on peut par exemple montrer, avant de passer à la deuxième partie, la photo donc du général de Gaulle avec donc Jean XXIII, cette fois-ci Jean XXIII, c'est-à-dire que le général de Gaulle revient comme chef d'État, Jean XXIII étant pape. Il faut savoir qu'il parlait parfaitement le français. Parmi les langues qu'il a apprises, il en a appris un certain nombre, il parlait parfaitement le français avec un accent légèrement en roulant les airs, mais il parlait très bien le français. Voilà, ce qui est quand même toujours, pour nous, nous sommes tout à fait sensibles. On peut aussi évoquer Jean XXIII parlant depuis son bureau, avec une simplicité, un sourire qui va immédiatement séduire tous les Romains.
Alors, Jean XXIII devient donc pape, enfin Jean XXIII est élu donc, en 1958 et s'ouvre un nouveau pontificat donc, pour l'Église catholique qui va être marqué évidemment par un grand événement, nous le verrons tout à l'heure, qui est la réunion du Concile Vatican II, mais aussi par des textes importants qui vont être signés par le nouveau pape. Oui, alors d'abord, les armes de Jean XXIII, c'est intéressant. Il a gardé une devise qui sera la sienne jusqu'au bout et qui est Obedentia et Pax, donc obéissance et paix, paix étant extrêmement important. Dans ses armes, d'ailleurs, il avait à la fois le lion de Venise et le lys de France, c'est quand même intéressant à rappeler. Bon, alors, oui, effectivement, tout le monde s'interroge sur ce nouveau pape dont le sourire a déjà séduit, qui, parmi les premiers gestes qu'il fait, va aller visiter les prisonniers de la prison Regina Coeli, ce qu'aucun pape n'avait fait avant lui. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Et subitement, effectivement, il convoque les cardinaux un beau matin, qui ne savent absolument pas, sauf quelques-uns, de quoi il va être question, et il leur annonce évidemment de manière tout à fait inopinée qu'il va ouvrir donc un concile œcuménique qui va s'appeler Vatican II. Alors il faut rappeler d'abord que le concile Vatican I n'était pas fini. Il a été suspendu par la guerre de 70, mais on n'a pas terminé les travaux. Bon. Et donc, il faudrait aller jusqu'au bout. Mais continuer Vatican I un siècle après, ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle, donc, il va y avoir Vatican II, qui, en quelque sorte, va avoir pour objectif de boucler le dossier Vatican I et de faire autre chose. Alors, ce que je n'ai pas dit, nous n'avons pas dit, c'est le nom de Jean XXIII. D'abord, effectivement, pourquoi Jean? Parce que d'abord, il y avait toute une série de Pie avant lui. Bon, il voulait rompre avec cette série de Pie, certains remarquables, comme Pie X, on l'a dit, Pie XI, très bien, pas qu'on méconnu d'ailleurs, bon, et Pie XII, qui avait évidemment marqué. Et Jean, parce que c'est à la fois l'évangéliste et Jean-Baptiste, ça on le sait. C'est aussi un prénom qui était très apprécié dans la famille de Roncalli. Et puis parce que il y avait déjà eu un Jean XXIII, mais c'était un antipape au moment du grand schisme, c'était un antipape au moment d'Avignon. Et là aussi, dès le moment où Jean XXIII a pris son nom, il y a eu la volonté de boucler quelque chose, de terminer quelque chose qui restait en suspens. Il faut un jour ou l'autre dire, bon, ces antipapes, c'est terminé, maintenant nous sommes dans une lignée où la légitimité ne fait pas problème. Alors là, on va terminer Vatican I en faisant Vatican II. Voilà. Donc, alors évidemment, l'annonce à la fois réjouit, en même temps affole. Immédiatement, un certain nombre de cardinaux manquent de tomber par terre en disant, mais comment va-t-on faire d'un point de vue d'abord financier, ça coûte très cher. Ensuite, c'est pas la peine, l'Église est fragile, le monde est en mutation, il y a deux blocs l'un contre l'autre. Est-ce que c'est vraiment le moment de... Enfin, on imagine tout de suite les réactions. Bien. Mais, très tranquillement, Jean XXIII va continuer, donc, ferme dans sa décision. Il va utiliser d'abord un certain nombre de dossiers qui existaient quand même, parce que cette idée de terminer Vatican était quand même dans l'air, donc il existait au Vatican un certain nombre de dossiers, il va les reprendre. Et très vite, il va nommer des commissions préparatoires. Et à la tête des commissions préparatoires, il va surprendre tout le monde parce qu'il va nommer un certain nombre de cardinaux plutôt, disons, très conservateurs. Alors évidemment, tout le monde se dit, oh là là, c'est épouvantable, ça va être un concile qui va dérouler des maîtres et des maîtres d'anathème, comme dira Jean XXIII à un moment. Il dit, regardez là, sur ce concile, il y a 30 cm de condamnation. Bon, alors tout le monde s'attend aux 30 cm ou à 1,50 m de condamnation, et pas du tout. En fait, c'est une stratégie tout à fait intéressante de Jean XXIII, qui consiste à obliger ces cardinaux conservateurs, dont il connaît la valeur par ailleurs bien entendu, à s'ouvrir, c'est-à-dire à recevoir tous leurs confrères évêques et à entendre tout ce qu'ils vont apporter et dire des pays très lointains d'où ils vont venir, donc
en quelque sorte, ces cardinaux conservateurs vont être obligés de faire bouger les lignes. C'est, en quelque sorte, ils vont être obligés de voyager. Tous ceux qui n'ont pas voyagé, comme le cardinal Roncalli, eh bien, ils vont être obligés de voyager intellectuellement, et les mettre donc à la tête des commissions, c'est les obliger en quelque sorte à élargir leur point de vue, tout en restant ferme sur la doctrine, car sur ce point, il n'y a pas de problème. Alors on y reviendra tout à l'heure, Voilà. et lui-même, Jean XXIII, va faire bouger des lignes, notamment sur les questions sociales, Voilà. les questions Alors, de paix. Voilà. Il y a en fait deux grandes lignes qui sont effectivement en suspens. Il part de Paris juste au moment où la condamnation va tomber sur les prêtres ouvriers. Et sur cette question, il est à la fois... Donc en 1954. Voilà. Et il est à la fois convaincu que le pape, dans une certaine mesure, au niveau doctrinal, a raison, mais que ça ne suffit pas d'avoir raison au niveau doctrinal. Et que la question ouvrière, au fond, n'a pas été repensée depuis Léon XIII. Et qu'il faut absolument remettre sur donc le bureau toutes ces questions et retravailler ces questions. Voilà. Et la grande encyclique donc, sociale de Jean XXIII, qui va véritablement remettre à l'honneur et refaire travailler énormément d'intellectuels sur la doctrine sociale de l'Église, c'est Mater et Magistrat. Qui paraît en quelle année, donc? Alors, Mater et Magistrat, en 61, le 15 mai 61, qui est à l'occasion du 70e anniversaire de la publication de Rerum Novarum. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que tous les journalistes qui rendent compte de la sortie de cette encyclique, bon, vous savez, le mois de mai, c'est tout un mois à trous, tout le monde est déjà en train d'aller cueillir le muguet et je ne sais quelle fleur. Et bien là, les journalistes du monde entier se mobilisent, reviennent à leur rédaction et ont très vite compris que le contenu de cette encyclique est déterminant. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est le titre, Mater et Magistrat. L'Église est à la fois mère et maîtresse. Maîtresse, c'est-à-dire qu'elle a un trésor doctrinal qu'elle ne sait pas toujours mettre en valeur, réactualiser, utiliser, développer. Voilà. Alors, ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on a en quelque sorte les deux faces du pape Jean XXIII. C'est-à-dire, oui, je m'appuie sur un trésor que j'actualise, que je développe, que je remets en valeur, mais en même temps, oui, il y a en quelque sorte le côté maternel de l'Église ne doit jamais être oublié. Hein. Ça, c'est tout à fait fondamental. Et en ouvrant les tout premiers travaux du Concile, il dira « Préférez la miséricorde aux armes de la sévérité ». Et ça, c'est une phrase que le pape François a repris récemment. Hein. Donc ça, c'est tout à fait fondamental. Donc Mater, c'est véritablement insister sur, on va y venir, la miséricorde. C'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? Qu'est-ce que c'est que, précisément, ce concept c'en est un, hein, théologique et philosophique aussi d'ailleurs, que Jean XXIII va mettre dans le circuit. Donc ça, c'est très très important. Et puis, parallèlement à la question sociale, qui évidemment agite tous les pays qui sont en pleine reconstruction, en pleine industrialisation, voilà, en plein développement, pour les pays dits du tiers-monde à l'époque, il y a quand même un problème fondamental, qui est l'affrontement des deux blocs. Hein, le bloc occidental, mené évidemment par les États-Unis avec l'OTAN, et puis le bloc communiste. Bien. Bloc communiste dans lequel d'ailleurs, très vite, vers lequel Jean XXIII va se tourner, il va envoyer un certain nombre d'émissaires pensant qu'il faut être là-bas, sur place, pour comprendre. Toujours cette même attitude, lui qui connaît un petit peu l'âme slave et les questions d'Europe centrale, il va être très attentif à cela. Et puis il faut savoir qu'il y a l'affaire des fusées de Cuba, et qu'au moment des fusées de Cuba, eh bien, le Vatican va se proposer comme médiateur. Et les deux blocs vont accepter. Ce qui fait que l'encyclique Pacem in Terris, hein, qui donc est de 63, je regarde pour ne pas dire de bêtises, du 11 avril 63, on est presque proche d'un anniversaire, eh bien, Pacem in Terris, véritablement, c'est la mise en forme de l'essentiel de la pensée de Jean XXIII. Alors, sa devise, obéissance et paix. Paix. Qu'est-ce que c'est que la paix? C'est extrêmement important. Et la paix, tout simplement, c'est l'articulation de 4 concepts, 4 idées. Hein? C'est la vérité, c'est la justice,
c'est l'amour ou la charité et la liberté. Alors, Jean 23 va en quelque sorte développer l'idée de la paix à partir de ces 4 idées fondamentales. Et elles sont indissociables, on ne peut pas les séparer. Il n'y a pas de vérité sans amour, ni justice, ni liberté. Il n'y a pas de liberté sans, etc., etc. Elles sont ensemble, elles fonctionnent ensemble, et ça, c'est véritablement le nœud de l'encyclique, ce qui fait sa force, je dirais presque révolutionnaire. Parce que pour le début de l'encyclique est assez classique, évidemment il se met dans les pas de ses prédécesseurs, jusque-là il n'y a pas beaucoup de changements. Mais quand apparaît en quelque sorte cette matrice fondée sur ces 4 idées, qu'il développe, qu'il explicite, et qu'il enracine bien sûr à la fois dans l'héritage biblique, évangélique et dans la tradition de l'Église, eh bien ça devient véritablement quelque chose de neuf, de complètement inattendu, et c'est proposer en quelque sorte quelque chose que d'abord les chrétiens doivent se réapproprier, parce qu'ils ont souvent oublié que tout ça va ensemble, mais que les hommes de bonne volonté, car l'encyclique n'est pas seulement destinée pour la première fois aux chrétiens, mais à tous les hommes de bonne volonté, et ça c'est nouveau, tous les hommes de bonne volonté sont capables de se retrouver dans ces 4 idées qui sont des ferments de paix. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, et c'est radicalement nouveau. Voilà. Ça a l'air de rien, c'est peu de choses. Et on peut en effet faire le lien peut-être avec la situation actuelle où le pape François a voulu lui aussi se faire trait d'union entre les États-Unis et Cuba. Absolument. Et je pense que quand on regarde de près les textes du pape François, Evangelii Gaudium en particulier, la joie de l'évangile, on voit réapparaître ces 4 notions qui, en quelque sorte, sont ferments de paix. Donc ça c'est fondamental. Et encore une fois, ça n'a l'air de rien, mais ça permet non seulement de revivifier l'héritage évangélique que quelquefois on oublie les uns et les autres, mais encore une fois de travailler avec tous les hommes de bonne volonté qui acceptent, en quelque sorte, d'aller dans la même direction que l'Église. Voilà. Et ça c'est tout à fait fondamental. Ça veut dire aussi que l'Église invisible, subitement, elle prend corps. Elle prend corps, elle est diffuse, au-delà de l'Église visible, et l'Église visible et l'Église invisible, en quelque sorte, sont liées constamment, même si, quelquefois, eh bien, la visibilité l'emporte, ou l'invisibilité l'emporte, enfin, ça dépend. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est extrêmement important, au fond, s'il y avait une œuvre théologique de Jean 23, dont j'ai dit qu'il était d'abord historien de formation, bon, il n'aimait pas trop les théologiens, il a dit après qu'on en avait besoin, et il a bien raison, évidemment, on en a besoin, mais au fond, il leur a permis de repartir. Voilà. C'est-à-dire que la théologie, elle a sans cesse besoin d'être revivifiée, de ne pas ronronner. Voilà. Donc il faut qu'elle se réapproprie incessamment le trésor et le dépôt de la foi, dont elle est aussi la gardienne, pas que le magistère, les théologiens aussi ont cette tâche-là, mais ils ne peuvent le faire que si ils ont en quelque sorte des phares qui leur rappellent que il y a des axes autour desquels on peut effectivement repartir, et repartir avec un œil neuf, et aller au-devant des contemporains. Et puis il y a ce lien aussi entre du coup doctrine et pastorale. Oui, absolument. Ça c'est absolument fondamental. Au point de vue, j'allais dire, théologique et spirituel, car c'est un grand spirituel, un grand spirituel qui ne cesse, par exemple, de commenter, d'annoter l'imitation de Jésus-Christ, comme le fera d'ailleurs son successeur Paul VI aussi. Donc c'est quelqu'un qui est un grand connaisseur de la spiritualité. Mais finalement, ce théologien, historien, cet historien, ce spirituel, eh bien, effectivement, il a un souci pastoral, et un souci qui consiste à essayer de faire comprendre, d'abord, ce que vivent les contemporains, ses contemporains, et de leur transmettre le mieux possible ce trésor de l'Église, pour que l'Église rencontre son peuple, et que le peuple, enfin, trouve en l'Église véritablement sa mère naturelle, si je puis dire. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait important. Il y a ce mouvement sans cesse, qui est très important, et qui fait que, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit malade, Jean 23 a continué ses visites pastorales dans le diocèse de Rome, car il a voulu être évêque de Rome,
le pape François ne cesse de le répéter, mais vraiment évêque, c'est-à-dire que jusqu'ici, il y avait un cardinal qui était délégué, qui faisait le boulot le chef du diocèse de Rome. Non, là, il a dit, je fais des visites, j'y vais. Je vais visiter mes diocésains, ce sont mes diocésains. Bien sûr, il est aidé, mais je veux voir, je veux constater. Il va dans les banlieues, il va dans le sud de Rome, où là, il y a déjà beaucoup d'espèces. Ah, ils existent encore maintenant. Pas vraiment des bidonvilles, parce qu'il y en a eu, mais enfin pas vraiment, mais des sortes de constructions à la hâte qui ont été faites juste après la guerre et qui sont de briques et de broc. Toutes ces constructions que le néo-réalisme italien va tout à fait trouver comme décor d'un certain nombre de ces défis. Hein. Pensons aux voleurs de bicyclettes, par exemple. Hein. Bon. Donc je crois que ça c'est important. Eh bien, il va aller les voir sur place. Hein. Bien. Vous êtes aussi, vous, mes diocésains. Voilà. Pasteur, historien, voilà. Presque théologien, bon, pas complètement, mais disons un phare pour la théologie et un phare pour l'Église, c'est ce que nous allons voir du coup là pour... Voilà, juste pour terminer sur ce point, à tel point que les Romains vont l'appeler Giovanni fuori li mura, c'est-à-dire hors les murs, hein, c'est-à-dire Jean hors les murs. Hein, comme il y a Saint Paul hors les murs, voilà. Donc ça c'est important, il est hors les murs. Ça, il abat les murs. Voilà. Il abat les murs. Il abat les murs pour l'Église aussi. Pour l'Église. Et notamment dans le cadre de Vatican II. De Vatican II, de ses encycliques et de son travail de pape. De suite. Alors on l'a dit, il y avait dans l'air l'idée de terminer Vatican I. Oui. Et puis il y a eu cette idée d'aller au-delà. Voilà. D'aller bien au-delà. Et Vatican II, c'est aussi cela. Oui, tout à fait. Alors, aller au-delà, hors les murs, et surtout aller rencontrer tous ceux qui, alors là, ne sont même plus seulement de l'Église invisible, mais sont carrément, complètement, apparemment, bien entendu, hein, nous ne pouvons pas juger sur le fond, mais complètement en dehors de l'Église. Et il a été extrêmement attentif, en particulier, à la question juive. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il l'avait découverte, à la fois dans sa richesse et dans sa tragédie en Turquie, mais il va très vite être alerté par Jules Isaac. Alors, Jules Isaac, c'est un extraordinaire historien, lui aussi, au départ, un grand historien qui, après la guerre de 14, va être extrêmement attentif à écrire l'histoire de la guerre de 14 avec les historiens allemands. Bon. Puis, Jules Isaac, malheureusement, va être atteint dans sa famille et dans sa chair, puisque une partie de sa famille va être arrêtée alors que lui est chez le coiffeur. Il sort de chez le coiffeur et il voit la Gestapo arrêter. Donc une partie de sa famille qui va mourir à Auschwitz. À partir de là, il va essayer de comprendre comment des hommes qui, sans doute, pour certains, sont peut-être de bonne volonté, allemands, voire français, ont accepté d'entrer dans l'abominable rouage nazi. Comment peut-on rentrer dans l'idéologie raciste de l'extermination totale? Comment c'est possible? Et il soupçonne que l'héritage chrétien, véhiculé évidemment à travers des cultures, hein, donc avec des épaisseurs culturelles complexes, en Allemagne, en France et ailleurs, eh bien, est malheureusement pour quelque chose dans cette histoire. Et il va donc s'interroger sur cet héritage du mépris. Il va travailler sur Jésus et Israël, la place de Jésus par rapport à Israël, et il va tenter donc poser les premiers jalons d'une amitié judéo-chrétienne qui viserait précisément à empêcher que tout recommence, en particulier en faisant une analyse extrêmement précise des textes théologiques, doctrinaux, liturgiques qui peuvent véhiculer une image négative du judaïsme et donc malheureusement aider aux entreprises d'extermination qui peuvent avoir lieu. Alors Jules Isaac va écrire à Jean XXIII, va le rencontrer. Il faut dire que Jules Isaac, quand il le rencontre, a déjà créé l'amitié judéo-chrétienne. Hein. À Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, absolument. Il l'a créée à Aix-en-Provence. Elle a pris énormément d'importance, c'est-à-dire même au niveau européen. Et Jean XXIII va lui répondre qu'il peut compter sur plus que de l'espérance. Et très vite, l'une des premières décisions que va prendre Jean XXIII, ça va être de demander que dans la liturgie du Vendredi Saint,
on retire la mention du peuple déicide. C'est fondamental parce que c'est avant toutes les décisions du Concile, bien entendu, qui vont ensuite aller dans le même sens. Donc, véritablement, il a entendu la demande de Jules Isaac parce qu'il sait qu'elle est justifiée, qu'elle est fondée, parce qu'il l'a comprise déjà quand il était en Turquie, sans doute aussi quand il était en France, et du coup, il sait que ce concile doit se préoccuper du lien avec ses frères aînés, que sont donc les Juifs. Hein. Voilà, on ne peut pas ne pas continuer comme cela, il faut faire une analyse critique, alors ça va conduire bien sûr à tous ces actes de repentance qui sont quelquefois très mal compris, hein, mais qui sont très nécessaires, parce qu'il faut à un certain moment, j'allais dire, là aussi terminer des époques, dire c'est fini, voilà, on ne peut plus revenir en arrière, il y a des choses qui sont inadmissibles. Et véritablement, Jean XXIII est celui qui va permettre cela. Parce que, encore une fois, non seulement il a une expérience pastorale, il a un savoir historique, et il sait mettre en perspective des questions, et il sait s'entourer des conseils des gens qui sont les gens pertinents pour tel ou tel point. Voilà. Donc au fond, Nostra Aetate, qui est un des points les plus déclaration Nostra Aetate, qui est certainement une des déclarations considérées les plus intéressantes et les plus importantes sur les autres religions, et particulièrement à la fin du concile, voilà, mais qui certainement est une des constitutions conciliaires, des déclarations conciliaires qui ont le plus d'impact et le plus de poids aujourd'hui. Dans le monde, évidemment, en dehors de l'Église, mais aussi dans l'Église, bien entendu. Et il faut savoir que nous avons à faire un travail continu sur cette question, parce que malgré toutes les réformes liturgiques qui sont remarquables, qui ont de ce point de vue beaucoup, j'allais dire, vraiment passé au crible de la critique, vraiment les textes qui pouvaient être ambigus, bon, le poids de la culture est quand même là, et nous avons tendance quelquefois à ne pas faire ce qu'il faut. J'ai appris récemment, par exemple, que le spectacle très connu, qui remonte à 1600, à la fin du XVIIe siècle, 1650 je crois, de la Passion d'Oberammergau en Bavière, hein, qui représente tous les 10 ans la Passion de Jésus sur un texte qui, depuis le XVIIe, n'avait pas varié. Ce texte, un certain nombre de gens avaient souligné, Blondel en particulier d'ailleurs, qu'il était quand même très sévère, pour ne pas dire carrément pire, sur les Juifs, et qu'il était franchement, il encourageait un certain antisémitisme. Hein. Bon, ce constat a été fait depuis une bonne trentaine d'années, et j'ai appris que le texte n'a été revu et corrigé qu'en 2010, que pour la représentation de 2010. Donc c'est vous dire que c'est très lent. Oui, voilà, la réception de Vatican II et de certains textes est très lente. Et très lente, et que bon, les traditions malheureusement perdurent, et perdurent pas dans ce qu'il y a toujours de meilleur. Voilà, on a beaucoup de mal à revisiter un certain nombre de textes. Alors, Nostra Aetate, on l'a dit, intervient en 1965. Oui. Le pape Jean XXIII n'est déjà plus là. Non. Alors, il n'est déjà plus là. Il faut savoir que même lorsqu'il publie Pacem in Terris, donc en 63, il est déjà très malade. Il ira jusqu'au bout de ses forces. Mais lorsqu'il meurt le 3 juin 63, et vraiment, le monde entier est suspendu au dernier souffle de ce pape, pour la première fois, dans une sympathie, une empathie avec les souffrances de ce pape. Et chaque être humain, ça c'est dit dans un certain nombre d'articles de journaux que j'ai pu reprendre, hein, et que j'ai retravaillé à cette occasion, même les journalistes qui étaient franchement pas proches de l'Église, souffrent de cette agonie, et sont inquiets, en se disant qu'est-ce qui va se passer après. Il avait donné un tel élan, hein, il n'y a eu qu'une seule session du concile, comment ce concile va se continuer? Bon, en fait, il va bien entendu continuer parce que, au fond, il a donné comme message à son successeur qu'il faut toujours terminer ce qu'on a commencé. Et donc, Monseigneur Montini, le cardinal Montini, qui va lui succéder, eh bien, aura à cœur précisément d'utiliser cet élan et d'aller jusqu'au bout des intuitions, y compris de celles que Jean XXIII n'a pas eu le temps, bien entendu, d'impulser, et puis qui sont arrivées parce que les épiscopats du monde entier sont arrivés et ont donné évidemment des idées que, sans doute, même le bon pape Jean n'avait pas au départ. Voilà, ce qui est tout à fait normal, et le concile s'est fait pour ça. Pour que la collégialité des évêques, précisément, j'allais dire, réveille l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint réveille les évêques. Voilà, c'est les deux, une sorte de réveil réciproque. Alors, comment pourrait-on conclure ?
Alors, je crois qu'on ne peut pas conclure, parce que ce qui me semble extrêmement important, c'est que le pape François, délibérément, s'est mis dans les pas du pape Jean. Alors, d'abord parce que la paix et les 4 concepts sont véritablement des concepts qui reviennent constamment, hein, des idées qui reviennent constamment dans les textes du pape François. On peut les redire, ces concepts? Oui, alors j'hésite un peu, parce que bon, dans la bouche d'un philosophe, c'est un petit peu difficile. Je dirais des idées forces, parce que ce sont des idées forces, hein, toujours liées les unes aux autres. Et on voit que dans les premiers textes du pape François, c'est le cas. Deuxièmement, le pape François est quelqu'un qui va au-devant des gens. Là aussi, il se dit évêque de Rome, ce qui a 2 conséquences, me semble-t-il. La première, c'est qu'il est évêque de Rome pour tous les évêques orientaux, hein, qu'il accueille comme des confrères et des frères en épiscopat, sans vouloir jouer sur la priorité, sur la primauté de Pierre, même si il ne l'a dit nullement, bien entendu. Hein. C'est très important dans le dialogue œcuménique. Bon. Et puis, il est l'évêque de Rome, il ne cesse de dire qu'il est évêque de Rome, parce que comme Jean XXIII, il va voir ses diocésains, et il essaye de savoir ce qui se passe sur le terrain. Et on sait qu'il sort beaucoup du Vatican, et que, ce qui d'ailleurs pose des problèmes aux forces de sécurité, mais véritablement, il veut connaître les gens dans leur vie. Hein, on sait qu'il est capable de téléphoner à des amis à l'étranger pour leur demander leur avis sur tel ou tel point, parce qu'il a besoin d'entendre un avis qui soit autorisé et qui soit sur le terrain. Hein, ça, c'est extrêmement important. Ça, Jean XXIII, c'est l'héritage de Jean XXIII. Et puis, alors, moi, ce qui me semble très important, donc Jean XXIII a été d'abord une première fois, si je puis dire, béatifié par Jean-Paul II. Alors, il a été béatifié en même temps que Pie IX, qui était un pape classique, pour ne pas dire un peu rétrograde, hein, qui nous donne une image, disons, un peu oui, la deuxième période de Pie IX. La première est plus allègre, on va dire, mais la deuxième est beaucoup plus fermée. Et je pense que, effectivement, Jean-Paul II a voulu associer à la fois Jean XXIII et Pie IX, précisément parce qu'il voulait montrer que l'Église est à la fois mater et magistrat, hein, c'est ça. C'est-à-dire à la fois, elle est magistrat, c'est qu'elle s'appuie sur son trésor doctrinal, et en même temps, elle peut être mère, comme ça pouvait l'être Jean XXIII. Bon. Mais on sait aussi que, tout récemment, eh bien, Jean XXIII vient d'être canonisé en même temps que Jean-Paul II, et personnellement, je m'en réjouis beaucoup, parce que, précisément, bon, eh bien, il y a là aussi, avec Jean-Paul II, une filiation évidente dans cette volonté d'aller à l'extérieur. Parce que, au fond, le premier qui voyageait, comme pape, même si ça n'a été la première fois que pour faire quelques centaines de mètres à la prison Regina Coeli, c'est Jean XXIII. Voilà. Donc c'est important. Mais il me semble que une canonisation ne doit pas bloquer le travail intellectuel. Et que donc, il faut absolument qu'on continue à se pencher sur les textes de Jean XXIII et à y chercher en quelque sorte un enracinement pour aujourd'hui. Donc, pas de conclusion. Nous sommes dans le sillage de Jean XXIII, nous avons à nous réapproprier ses idées, ses intuitions, peut-être aussi ses limites, et aller de l'avant. Parce que c'est quand précisément l'Église est en permanence au plus près de ce qui est à l'extérieur d'elle-même, que précisément elle est aussi parfaitement elle-même. Elle est à la fois, en quelque sorte, ancrée profondément dans le Christ et dans sa tradition propre, mais en même temps, lorsqu'elle va à l'extérieur, c'est là précisément qu'elle est véritablement mère et qu'elle peut être, comme le dira Paul VI, très peu de temps après la mort de Jean XXIII, experte en humanité. Ça, c'est important à comprendre. L'Église est experte en humanité. Voilà. Merci Marie-Jeanne Boutane. Merci.